Ok les gars, apparemment l'analyse technique, c'est de l'arnaque. Voilà, c'est du bullshit. C'est quelque chose sur lequel on ne devrait pas y croire. Et il n'y a rien à prendre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur là. C'est lui, il le dit. Donc on va essayer de comprendre son point de vue, on va essayer de debunk certaines choses, et je vais aussi donner mon point de vue. J'ai l'impression que ce jeune homme n'a pas énormément d'expérience dans le monde du trading, donc du coup, il a rapidement fait une conclusion. Donc on va voir tout ce qu'il a à dire et en fonction, donner notre point de vue. Donc j'ai vu la vidéo déjà, comme ça je vous évite de vous faire une vidéo de 30 minutes. Donc on va quand même essayer de faire une vidéo de 15-20 minutes. Allez, c'est parti. J'invente et je programme des algorithmes. T'as menti au sujet de l'analyse technique, j'ai aussi te démontré que ça ne peut pas marcher. Déjà, qui je suis pour te dire ça? Je suis trader quantitatif, je travaille pour une société pour laquelle j'invente et je programme des algorithmes de trading. Je fais ça depuis plusieurs années. Alors franchement, moi je connais plein des mecs comme ça et c'est un des seuls qui est beau gosse. Hein. Parce que généralement, non, tu me diras, celui que je connais, moi qui est à Londres, il est beau gosse aussi. Mais tout le reste, c'est que des geeks qui n'ont pas la gueule d'un trader que tu peux voir sur les réseaux sociaux, quoi. Bon, allez. En plus, il a un regard perçant. Tu vas voir, hein. À chaque fois quand il parle bien, il te regarde comme ça. On dirait qu'il t'hypnotise en même temps. Mais bon, allez. Donc j'ai déjà effectivement eu le temps de m'intéresser au sujet. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, ici, j'ai un graphe du Bitcoin avec des candles en 1 heure. Et donc, ici, j'ai caché une partie du graphe, la partie sur la fin. La question que je vais te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe par la suite? En ayant ces informations-là, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Tu peux dire par exemple, bon, ici, on voit, il y a un canal montant comme ça, hop, tac, canal ascendant, voilà, donc ça devrait faire à peu près pareil. Là, devrait revenir, ça devrait remonter, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a derrière. Voilà. Question maintenant, ceux qui avaient juste, est-ce qu'ils ont plus raison que les autres? Est-ce qu'ils ont plus tort? Ou on a envie de dire, bah oui, ils ont raison, ceux qui avaient dit que ce qui montait, c'est effectivement ça monte. Bah là, je te dis que dans ce cas-là, non. Et personne n'avait raison, personne n'avait tort. Pourquoi? Eh bien parce que en réalité, ça, ce n'est pas un chart du Bitcoin. Ça, je C'est ça. En gros, il a généré des fausses charts à travers Python. Donc, on va pouvoir voir le logiciel juste ici. Et il utilise le software Python pour créer des charts totalement random qui n'ont aucune logique derrière. Et donc, moi, je me suis dit déjà en regardant cette vidéo-là, je me suis dit, ok, si c'est si random que ça, donc à ce moment-là, pourquoi on n'a pas des charts qui font ça et aussi des charts qui font ça, du coup, vu que si c'est si random que ça. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il a commencé à mettre dans ses lignes de code des variables. Quel type de variables? Donc, il a dû mettre des variables du style que si par exemple la bougie commence à descendre, il faut qu'elle soit rouge. Si la bougie commence à monter, elle doit être verte. Et en fait, moi, la question que je me dis derrière, c'est quelles sont les variables qui fait que tu as des tiges? Parce que ces tiges-là doivent répondre à quelque chose. Parce que la logique dans le trading, c'est que quand tu as des tiges, c'est qu'il y a un rejet qui se fait quelque part. Donc là, je me dis, ces tiges-là que tu as créées, quelle est la logique derrière? Parce que si tu as créé des lignes de code, il t'a dû dire que voilà, les tiges doivent être créées quand. Voilà. Et après, là, je vois qu'il y a une sorte de ligne droite qui se fait. Pour moi, je trouve que jamais rien n'est fait au hasard. Seulement si tu. euh, voilà, je comprends pas trop la logique dans ce qu'il dit là. des supports, des résistances, des lignes de tendance. Ouais, voilà. Donc déjà, on voit qu'on peut pas faire la différence. On peut pas faire la différence, ouais, je suis d'accord, mais parce que on sait pas ce que tu as mis dans tes lignes de code, on ne sait pas les variables que tu as pu mettre. Donc à la fois, tu nous demandes de croire quelque chose que tu as fait toi de ton côté, et je pense que ça doit être vrai, mais en même temps, laisse-moi mettre le doute dans ça, parce que, bah, pour moi, dans la vie, rien n'est fait au hasard. C'est-à-dire que là, si tu as une sorte de trendline qui se crée ou une sorte de support qui se crée, résistance qui se crée, c'est qu'il doit y avoir des raisons derrière. Et quels sont tes codes? Mais moi, c'est surtout les tiges en fait. Pourquoi là, ici, il y a plein de tiges qui se retirent, qui ont des rejets? Pourquoi ici, on a énormément de tiges qui rejettent? Quelle est la raison? Et du coup, c'est des choses qu'on ne pourra jamais savoir parce que lui seul a les réponses. Donc après, il va nous expliquer d'où vient l'argent en bourse. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est super bien expliqué. Franchement, je ne vais pas tarder dessus. Je vais tarder surtout sur la partie d'où vient l'argent en trading.
Et si vous voulez, ici, il va dire certaines choses dans lesquelles moi, je suis à la fois pas d'accord, mais je trouve qu'il manque de l'information, en fait. Pour perdre de l'argent. Ce qui signifie qu'il s'agit d'un jeu compétitif. Et que pour gagner, il faut nécessairement avoir un avantage compétitif. Qui sont donc ceux contre qui on peut espérer gagner. Bon, on va voir ça. Déjà, il y a le broker. Lui, il gagne toujours. Il prélève des frais à chaque transaction. Donc, impossible pour lui de perdre. Dès qu'il y a une transaction qui est effectuée, qu'elle soit gagnante, perdante, à la hausse ou à la baisse, lui prélèvera des frais de commission. Ce qui veut dire que pour les autres, c'est déjà plus un jeu à somme nulle, mais un jeu à somme négative. Et puisqu'il y a le courtier qui aussi rentre en jeu. Il va falloir être largement plus fort que les autres, parce que sinon, on va tous finir perdant. Donc, premier acteur, le courtier, imbattable par définition. Deuxième acteur, le market maker. Quand tu passes un ordre au marché, c'est-à-dire que tu achètes ou vends instantanément un actif, 99,9% du temps, tu vends ou tu achètes au market maker. Le market maker, lui, ne gagne pas d'argent en fonction des directions de marché. Il est capable d'isoler cette composante de gains à court terme et de ne faire que du trading là-dessus. Donc lui participe uniquement à ce jeu à somme nulle. L'intégralité de ses gains ou de ses pertes viennent donc des gains ou des pertes des autres traders. En l'occurrence, toi qui passes ton ordre. Et si le market... Voilà, bon. Là, ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est une surface. Et c'est là où je trouve qu'il y a une manque de connaissances. Il connaît pas plus le sujet. Donc du coup, moi, je vais vous expliquer certaines choses. Bon, cette vidéo, c'est pas la première que je suis en train de faire parce que j'ai eu plein de problèmes en recordant. Donc du coup, j'avais déjà fait ces charts-là juste avant, dans une autre vidéo. Mais en gros, si vous voulez, dans le monde du trading, il y a les gros bébés, les gros loups. On a les brokers, on a les hedge funds, les market makers, on a plus de 30 000 banques, plus de 30 000 banques privées. On a des sociétés privées de trading, mais aussi des sociétés publiques de trading. Et ensuite, on a les profs firmes. Ça, déjà, ça, en groupant tout ça, c'est des trillions, des trillions et des trillions. Et après, là, nous, on est là. On est juste là, nous, avec nos petits millions. Et on n'est rien en fait. On est rien pour le marché, nous. Et à ce moment-là, notre bataille à nous, elle est plus reliée soit aux brokers, soit aux profs firmes. C'est tout. Tout le reste, eux, ils se battent entre eux. Donc, c'est quoi notre bataille avec les brokers? Alors, rapidement, je vais montrer une petite data qui est là. Vous pouvez voir qu'en 2018 et en 2019, donc ça c'est des data publiques qui ont été partagées sur Twitter. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Si je retrouve le nom, je vous le partagerai. Genre je mettrai le nom quelque part. Et en gros, cette personne nous montre que la majorité des brokers en moyenne, leurs utilisateurs, 80% du temps, brûlent leur compte. Et il n'y a que 20% qui sont en profit. Donc dans ces 80%-là, tu inclus les Jean Richard qui commencent à trader mais qui ne comprennent rien mais qui veulent se faire de l'argent du jour au lendemain. Les Jean-Baptiste qui veulent se faire de la thune à travers les signaux mais au final, on sait très bien que les signaux, bah, ça ne te fait pas de la thune donc du coup, ils se font brûler. Les Jean-Lucas qui commencent à apprendre, à avoir une certaine connaissance mais ne veulent pas attendre une année ou deux pour vraiment travailler sur leur stratégie encore plus en profondeur, mais du coup sautent dans le bain et commencent à trader avec ces brokers-là et du coup perdent de l'argent. Et après, tu as le Jean quelque chose qui, lui, a vu un influenceur de Dubaï qui est super bien, qui a une vie incroyable, qui est trader, qui vend des cours, qui vend des signaux, qui vend plein de services, mais j'en suis sûr que ce mec-là ne trade pas, et qui, lui, a une affiliation avec un broker. Et qui, ce broker-là, n'est pas régulé par la ASIS, un truc comme ça, il me semble. Et donc, du coup, peut avoir des logiciels de manipulation. Ces logiciels de manipulation-là, maintenant, ont été prouvés que ça existe à travers MFF. Le scandale de MFF, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller le voir. Voilà. Donc, ces logiciels de manipulation, ça peut être des choses comme des spreads, des lags, des prix qui freeze, des prix qui ne bougent pas pendant quelques microsecondes, quelques secondes, au moment où vous entrez, comme de par hasard, et des slippage. Donc, par exemple, si on devait avoir un slippage de 20 ou 10 pips sur TradingView, voilà, on est censé avoir que 10 pips de slippage, mais chez certains brokers, on en aura 20 ou 15 ou 25 ou 30, ça dépend de la news. Et ça, c'est des logiciels de manipulation pour vous mettre en faillite. Et comme ça, plus vous brûlez de compte, plus le broker se fait de l'argent. C'est pour ça qu'il est super important que vous choisissiez
le bon broker. IC Market, qui est pour moi, j'ai aucune affiliation encore une fois, mais je trade chez eux depuis plus de 2 ans maintenant. IC Market ont une perte de 73%, voilà, ça reste correct. Par contre, ils sont régulés eux. Et ils ont des spreads vraiment bien. Leur site est dégueulasse, mais ils ont des très bons spreads. Donc moi, je vous conseille d'aller chez IC Market, c'est vraiment clean. J'ai fait Vantage avant, mais j'ai eu des problèmes de paiement, du coup j'ai abandonné. Les plus grosses pertes, c'est chez FXTM, Admiral Market et tout ça, où là on est vraiment à 90%, quoi, ce qui est ridicule. Donc voilà. Donc notre première guerre, c'est les brokers. Après, on a les pro-firmes. Et là, récemment, avec l'histoire de MFF, on est au courant que les pro-firmes aussi, eux, utilisent des logiciels de manipulation. Je pense que là, maintenant, ils n'en utilisent plus parce qu'ils savent que les gens sont en train de regarder chez les pro-firmes, que du coup, s'il se passe quelque chose de mal, bah, ils iront en justice. Mais du coup, c'est tout. Et après, tu as toutes ces banques qui se fight entre eux. BNP Paribas doit performer meilleur que le Crédit Agricole, que Crédit Agricole doit performer meilleur que HSBC, HSBC doit performer meilleur que BlackRock, que BlackRock doit performer meilleur que Vanguard, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc leur objectif à eux, c'est que leurs concurrents en concurrence ne fassent moins de thunes que eux. Donc eux, ils sont en train de se battre entre eux. Nous, notre objectif, c'est juste de regarder et de prendre des miettes, prendre ce qu'il y a à prendre. Mais j'expliquerai ça un peu plus dans le détail tout au long de la vidéo. Market makers qui utilisent des algorithmes et des méthodes statistiques très poussées, et encore là, après des années, ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est tout. Ensuite, il reste les investisseurs privés dont tu fais partie. Rappelle-toi qu'en trading, pour que l'un fasse un profit, nous, on n'est pas des investisseurs privés. Les autres investisseurs privés. Quels seraient dans ce cas les critères pour battre les autres investisseurs particuliers? Bon, là on s'en fout un peu, mais en gros ce qui est dit que pour être rentable, il y a soit le trading à haute fréquence, donc c'est à base de microsecondes, ça va très très vite. Accessible au monde, aux gens comme nous, il y a maintenant des logiciels. Par contre, bannissable, et tu ne peux pas utiliser ce genre de logiciel-là, d'algo, dans les profils. Okay, donc calmez-vous, commencez pas à claquer ça sur des FTMO et tout, vous allez juste perdre de l'argent pour rien parce que vous allez vous faire ban. Et après tu as l'autre cas qui est les personnes qui ont des informations privées, des informations sur les fondamentaux, qui ont accès à des satellites et ainsi de suite pour pouvoir price in avant que la news tombe. Voilà. Ce qui est, moi je sais pas quel type de personne tu es à ce moment-là qui fait ce genre de trading là, mais ça peut être illégal, donc attention. En faisant du trading en tant que trader particulier. Revenons maintenant au sujet, l'analyse technique. On dit qu'il suffit de tracer support, résistance, d'identifier les patterns classiques, et de cette manière, on pourra prendre une décision. Tout ceci est un contresens, c'est une absurdité. Un prix, le prix d'une action par exemple, est une représentation de la valeur future de l'entreprise. C'est pour ça qu'au moment de la sortie d'un bilan, même si le bilan est très bon, parfois l'action baisse quand même. Parce que les investisseurs l'avaient déjà anticipé, ce bon résultat était déjà inclus dans les prix. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le bilan n'était pas aussi bon qu'imaginé, et donc le prix de l'action s'ajuste. Les gars, je vais être sincère avec vous. Si vous tradez les news, vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc là, déjà, le fait qu'il dise ce genre d'informations-là, je présume qu'il est en train de parler à des gens qui tradent des news. Et donc, s'il trouve que c'est important et de ne pas dire, par exemple, de ne pas trader les news parce que vous êtes teubé, c'est qu'il doit penser que trader les news, c'est OK pour lui. Je veux dire, on sait tous que trader les news, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, à moins que tu sois teubé et que tu le fasses. OK? Donc déjà, là, j'ai l'impression qu'il n'a pas assez de connaissances. Donc moi, je vais vous le dire, ne jamais trader les news. Attendez à ce que la news tombe, au moins 1 heure, 30 minutes. Attendez à ce que ça se stabilise et ensuite vous prenez un trade. Et des journées comme NFP, ça ne sert à rien de trader. Des journées où il y a le PMI ou bien le CPI, surtout en ce moment, et les taux d'intérêt, c'est des journées que tu ne veux pas trader forcément. Voilà. Sauf que des gens qui ne savent pas ce genre d'informations-là vont trader. Et ouais. Et donc du coup, perdre de la thune. C'est ces mêmes personnes-là qui vont trader le lundi et le vendredi quand on sait que ce ne sont pas des jours à trader. Parce que le plus optimisé sont les mardis, mercredis et jeudis. Donc moi j'ai l'impression que déjà ils ne savaient pas ces informations-là. Et je rappelle, tout ça a été anticipé avec l'histoire des images satellites et tout. Donc voilà, on est sur une estimation qui est quand même censée être assez pointue. Et là, avec l'analyse technique, on nous dit
on va utiliser les prix passés, qui sont donc des estimations des valeurs futures des entreprises, pour prédire les prix à venir, qui sont donc des estimations de la valeur future de l'entreprise avec des informations qui ne sont pas encore disponibles. Ça n'a aucun putain de sens, c'est une absurdité complète. Et le vrai problème de l'analyse... Waouh, ok, bon allez, on va lancer une masterclass les gars. Alors, je vais vous inviter, ok, à connecter tous les points neuronaux, bon, je parle 5 langues, donc du coup, mon français est catastrophique, mais tous les neurones que vous avez, et que vous commencez vraiment à vous concentrer sur tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Parce que là, on va aller dans le détail. Quand une banque trade, comment ça fonctionne? Nous, quand on trade, on rentre ici, on va à la hausse, on va avec 10 lots par exemple, ok, et les 10 lots partent à la hausse, et donc du coup les 10 lots sont en profit. Ça, c'est nous. Les banques, eux, ils n'ont pas des lots, ils ont plein de trucs, mais on va continuer avec les lots pour que vous puissiez comprendre. Les banques, eux, quand ils tradent avec 10 lots, il y a un certain pourcentage qui reste sur place. Donc disons 5 lots. Oh là là. 5 lots qui restent sur place et 5 lots qui partent en profit. Donc du coup, tu as une partie qui est en win et une autre partie qui est en lose. Parce que tu as 5 lots qui restent sur place qui est en perte et 5 lots qui est en profit, qui partent à la hausse et du coup en profit. Donc eux, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent se hedge. Donc du coup, à ce moment-là, repartir avec 10 lots en laissant 5 sur place et en laissant 5 ici. Donc du coup, tu as de renouveau ici 10 lots. Donc 5 en win et 5 en lose. Sachant que maintenant, étant donné qu'on s'est rapproché de celui-là, ces 5 lots-là, étant donné qu'on est en train de se hedge, ces 5 lots-là ne sont plus autant en perte que ça. Et donc, du coup, ils vont pouvoir clôturer ce trade. Et donc, du coup, pouvoir être en total profit sur cette jambe-là, dorénavant. Et c'est pour ça que généralement, dans cette zone-là, nous avons un order block. Et dans cet order block-là, on va remettre 10 lots et repartir à la hausse. Comme ça, les 10 lots qui sont ici, il y en a 5 qui montent, 5 qui restent sur place et 5 qui montent. Clôturant celui-là en break-even. Ok. Et donc, du coup, là, pareil, on a un win et une lose et ainsi de suite. C'est compliqué à expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Ils ne partent jamais avec leur totalité à 100% de leur lot quand ils prennent un trade. Ils sont obligés d'en laisser certains sur place. Et donc, du coup, ils sont obligés de hedge leur position pour clôturer les lots les lots restants à leur position d'initiale. Voilà. Donc ça, c'est l'explication numéro 1 du comment ça fonctionne. Maintenant qu'on est au courant de toute cette histoire, on va maintenant appliquer par-dessus le système d'algo. Comment les algos... Parce que le trading, c'est que des algos, il n'y a plus aucun humain qui trade derrière. Donc les algos, c'est quoi? Tu as banque A, B, C. Ok. Donc la banque A décidé ici, à partir de là, de vendre. Donc algo A a décidé de vendre jusqu'ici. A et A. Vous savez que le marché est fractal, donc si vous voyez une jambe comme ça en daily, ça veut dire que en 4 heures ou en 1 heure, il y a eu des corrections entre temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici, ici et ici, la banque A a décidé de resell, laissant derrière lui du coup un carnet d'ordre là, un carnet d'ordre là, un carnet d'ordre ici. Mais entre-temps, tu as banque B qui est peut-être rentrée là, tu as banque C qui est peut-être rentrée ici, et ainsi de suite. Et tu as banque D, E, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, maintenant, aujourd'hui, tu as... Bon, il y a plein d'algos. Je ne sais pas exactement combien, mais il y a énormément de types d'algos. Donc, la banque A qui utilise un algo en particulier doit du coup retourner, doit à ce moment-là faire un hedge, parce que n'oubliez pas ce que j'ai expliqué juste avant, pour trigger
un de leurs carnets d'adresses, un de leurs ordres qui a été laissé auparavant dans le passé. Prenant sur le chemin banque B, C, D, E et prenant en chemin toutes ces autres banques-là. Et du coup, à travers cet ordre qui a été laissé dans un order block, maintenant vous comprenez la logique de l'order block, l'algo se remet à trigger et là, du coup, on repart à la baisse. Ok? Donc, c'est de cette façon-là qu'on identifie et qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'un order block est, comment ça fonctionne un order block. Quelque chose qui n'était pas connu il y a moins de 5 ans de ça, ou moins de 10 ans de ça, et qui est maintenant très connu parce que plus le temps passe et plus les gens font de recherche, mais j'en parlerai juste après de ça. Donc là, maintenant, vous pouvez faire la connexion entre le système de comment ça fonctionne en termes de l'eau et tout ça, et comment les algos fonctionnent. Parce que là, maintenant, entre-temps, on a toutes ces algos-là qui se font niquer. Alors, pourquoi le trading est très compliqué? Parce qu'il existe des tonnes de différentes algos, et toutes ces algos-là ont différentes variables. Ces variables-là peuvent être basées sur différentes banques, peuvent être basées sur les différents time frames d'exécution, ils peuvent être placés sur différentes sessions, donc peut-être New York, Londres, l'Asie, Francfort, Sydney, et ainsi de suite. Et aussi, ces algos peuvent dépendre aussi de quel type de banque tu es, de profil, de market maker, et ainsi de suite. Il y a toutes ces variables à identifier et à comprendre, et c'est pour ça que ça commence à devenir très compliqué. Et le Jean-Richard qui n'a pas de règles et qui trade sans cerveau, lui va trader à des heures comme 20h ou 21h qui ne fait aucun sens parce que le volume est très bas dans ces heures-là. Ou bien va trader pendant des sessions de l'Asie quand ça ne fait aucun sens. Et il va trader 1 milliard de différentes paires, sauf que chaque différente paire a différentes caractéristiques parce que chaque différente paire a différents types d'algo. Et donc du coup, ça commence à devenir la foire du trône. Et du coup, c'est pour ça que le trading est compliqué et que ça prend du temps. Parce qu'il y a toutes ces choses-là, il y a toutes ces variables à prendre en considération. Et au moment où on commence à identifier un certain style de variables, un certain style de pattern du coup, pas des patterns chartistes comme vous pouvez voir gratuitement sur le bouquin Comment apprendre à trader pour les nuls, mais d'autres beaucoup plus poussés. Là, vous commencez à voir certaines logiques. Voilà. Donc, tout son truc à propos de l'analyse technique, c'est de la merde. Il n'y a pas de logique derrière. Ça a été prouvé. Et je vais même vous dire un dernier truc. D'accord? Parce qu'à un moment donné, je ne sais plus s'il le dit dans la vidéo ou il va le dire après. Il va te dire que, ouais, ça, à un moment, ça a marché. L'analyse technique, à un moment donné, ça marchait. Moi, je pars avec logique. Et ça, c'est pas factuel. Donc, c'est moi qui en conclus. Okay? Donc, là, pour le coup, c'est pas factuel. À l'époque, d'un point de vue technologique, 1980 et tout ça, on n'était pas si avancé que ça. Et le marché du trading commençait à être nouveau. Ok? Bon, commençait à être nouveau. Ça existait déjà depuis très longtemps, mais tu me comprends. Donc, on n'avait pas non plus énormément de data, énormément de recherche, énormément de personnes aussi dans ce monde-là, parce que c'était une petite niche. Et là, aujourd'hui, on est en 2023, on a une plus grosse technologie, on a beaucoup plus de personnes dedans, beaucoup plus de personnes qui font des analyses. À un moment donné, plus tu fais des recherches et tu fais des analyses, plus tu vas revenir avec des résultats et des logiques. C'est pour ça que je me suis posé cette question en me disant à un moment donné, est-ce que le ICT, que tout le monde connaît, les order blocks et tout ça, est-ce que ça a été prouvé, si ça marche ou pas? Et c'est là où moi je vous invite à aller sur GBP/USD ou sur n'importe quelle paire. Moi je suis allé sur GBP/USD en tout cas. Et je suis allé jusqu'en 2000, 1990 ou quelque chose comme ça, mais très derrière. Ok? Et vous allez voir que même à l'époque, on répondait à des order blocks, on répondait à des imbalances et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque, on répondait déjà à tout ça. Et des heures de recherche ont aussi été partagées par monsieur ICT qui explique comment les algos fonctionnent, qui explique comment les market makers fonctionnent et
tout le système d'order block. Donc, j'en conclus que ce qu'il dit, en fait, c'est de la merde. Non, mais cordialement, c'est de la merde. Je trouve qu'il y a énormément de manque de connaissances. Il y a énormément de manque de connaissances. J'ai l'impression qu'il a mal vécu aussi son apprentissage avec la technique. J'ai l'impression qu'il est entouré de personnes qui pensent que... je pense qu'il doit être entouré de losers. Parce que généralement, c'est les losers qui pensent que l'analyse technique ne fonctionne pas. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il a vraiment l'air d'être un bon intellectuel. On dirait qu'il a la tête sur ses épaules. Et je pense qu'il a pas trop, il n'est pas allé trop dans la profondeur pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà. L'analyse technique, c'est pas vraiment d'utiliser les prix passés. Les traders quantitatifs utilisent la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'ils testent leur stratégie et s'assurent qu'elle est fonctionnelle. Et un analyste technique, lui, ne fait pas ça. Il ne vérifie pas que ce qu'il fait est vrai. Il n'utilise pas de test statistique. S'il parvient à faire un backtest qui est déjà une énorme avancée, en général, c'est complètement faux. Et Ok, un backtest, c'est pas une énorme avancée, les gars. Ça, tu vois, pareil, ça se voit que tu vois, ça, c'est des manières de penser vraiment basiques. Il n'y a pas forcément de profondeur derrière ça. L'analyse technique, et j'en ai parlé dans mes vidéos YouTube, c'est de la merde. Parce qu'il y a plein de facteurs que vous ne mettez pas en pratique. Et moi, je déconseille de faire de l'analyse backtest. Voilà. Je vous invite à faire du forward testing. Allez, soyez devant vos charts en temps réel et apprenez de cette façon-là. Et tout ça, c'est plutôt logique, parce que si les analystes techniques le faisaient, ils se rendraient compte que leur stratégie ne marche pas du tout. Il n'y a pas de temps. Mais non, mais... Donc, du coup, c'est quoi? Ça veut dire que quand moi, j'ai fait des analyses techniques et que ça fonctionne, du coup, c'est faux? Si j'ai un track record et que ça marche depuis plusieurs mois, donc du coup, c'est quoi? C'est que je suis chanceux depuis plusieurs mois? Il n'y a pas de logique dans ce qu'il dit. Tendance à court terme, il n'y a pas de résistance, de support. Et non, les patterns dans un chart ne donnent pas plus de chance au cours d'aller d'un côté ou de l'autre. Toutes Les patterns. Non, je rigole. ces figures graphiques, c'est juste le fruit du hasard et de l'imagination de celui qui lit le chart. Exactement comme on l'a vu en début de vidéo. Certains diront peut-être, et on l'entend souvent, ok, mais l'analyse technique c'est peut-être pas logique, mais c'est une prophétie autoréalisatrice. Si tout le monde achète, bah ça monte, et sinon si tout le monde vend, ça descend. Et justement non, c'est tout l'inverse. Si tout le monde fait la même chose, alors celui qui gagne, c'est celui qui a fait la chose en premier. Les autres perdent, et donc ça revient à cette histoire d'être le plus rapide possible. Il faut... Non, ça c'est non. L'histoire c'est plus... L'objectif c'est pas d'être le plus rapide, l'objectif c'est de rentrer au bon moment. C'est une question de timing, c'est une question d'exécution. Tu ne veux pas rentrer au plus bas dans un... Genre, je vais revenir ici, hein, mais ton objectif, c'est pas de... Si le marché va potentiellement aller plus haut, c'est de rentrer là. Non, ton objectif, c'est pas de rentrer là. Ton objectif, c'est de rentrer là ou là. Tout comme le TP ultime, si on dit que là, à partir de là, ça descend comme ça, ton TP ultime, c'est pas de prendre ton profit là. Ton profit doit être là. Là, quelque part là-dedans. Tu laisses les banques prendre la décision de faire ce qu'ils doivent faire. Toi, tu es et moi, quand je dis toi, je parle de nous tous. On est tous des plus beaux moutons au monde et on se met là en tant que brebis et on prend ce qu'il y a à prendre. Mais on se casse directement après. Sauf que le problème avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent se faire énormément de thunes. Donc du coup, ils prennent pas le profit là et donc du coup, ils se font niquer ici. Ou ils veulent rentrer là quand au final, le marché va continuer à descendre. Ils veulent rentrer là quand... Ils veulent rentrer ici quand il n'y a aucun signe de ralentissement et donc du coup, le marché continue à descendre et ils se font niquer. Voilà. Et c'est là où, encore une fois, ça me montre qu'il a une manière de penser qui n'est pas approfondie, qui est trop à la surface. Il n'y a pas de profondeur dans ce qu'il dit. Donc ouais, notre objectif, c'est d'être là. Ok? Please. Il faut donc être le plus rapide et être capable de battre les microsecondes des traders haute fréquence. Et ça, on a vu que pour un trader particulier, c'est pas possible. Comme toi, j'ai un jour cru que l'analyse technique fonctionnait vraiment. On te l'a dit, tout le monde te l'a dit, et on dirait qu'il y a comme un consensus dessus. Le truc, c'est que ça a sûrement déjà marché un jour. À l'époque où personne ne tradait comme ça, à ce moment-là, faire de l'analyse technique, oui, ici, bon, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Tu peux apprendre, c'est facile. T'as juste à savoir comment placer support, résistance, suivre une ligne de tendance, connaître quelques patterns. Et puis si, bon, tu vas pouvoir gagner de l'argent, tu vas finir par gagner gros, tu vas quitter ton job de merde, et tu vas enfin vivre la vie de rêve que... Donc là, il est en train de parler des gens qui vendent des cours. Bon, moi, de toute façon, vous le savez, je vends des cours à 10 personnes par an. Et c'est même pas un prix exorbitant. Parce que avec ce prix-là, je paye même pas mon loyer. Ok? Donc,
on peut pas me dire oh c'est un vendeur de cours parce que je ne gagne pas ma vie avec. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ces gens-là, ces mecs-là, donc il a pu montrer dans la vidéo, ça c'est des mecs qui vendent des cours à foison. Et eux se font 30 à 20 000 par mois juste à travers les cours, mais zéro à travers le trading. Ils ne tradent plus. Parce que c'est beaucoup plus simple de vendre des cours. Parce qu'il y a beaucoup moins de stress à vendre des cours. Parce que si tu gagnes 20 000 balles par mois, c'est déjà suffisant. Et donc pourquoi trader? Et dans ce cercle vicieux-là, généralement ces mêmes personnes ont des brokers non régulés. Et donc du coup, si c'est des brokers non régulés, vous allez trader sur ces brokers-là parce qu'ils sont non régulés, mais parce que ça vient d'un investisseur que vous croyez tellement que c'est un mec legit, que vous allez vous faire enculer. et parce que voilà, vu que c'est pas régulé, il y aura de la manipulation. Et là, vous allez vous faire baiser. Donc du coup, attention. Attention chez quel broker vous allez. Jamais de la vie, vous allez chez des brokers d'influenceurs. Vous allez chez des brokers régulés. Que tu mérites. Dit comme ça, effectivement, on a envie de le croire, même si c'est faux. Maintenant, pourquoi personne n'en parle et pourquoi plutôt tout le monde fait la promotion de l'analyse technique? Parce que personne n'a intérêt à dire le contraire. Les vendeurs de formation gagnent de l'argent en vendant des formations et pas en tradant, donc ils n'ont aucun intérêt à dire que l'analyse technique c'est... J'ai l'impression que, tu sais, dans sa tête, il s'est dit, tu sais, on a tous un télégramme avec tous les traders et qu'on se dit tous ensemble, les gars, on se met tous d'accord, hein, le trading c'est de la merde. Ça ne marche pas et donc du coup venez on dit que ça marche, vendre des cours, genre comme si on se communiquait, est-ce qu'on se mettait tous d'accord entre nous? Non, ça ne marche pas comme ça. On s'appelle pas en se disant les gars on se met tous d'accord, non là on est dans un film les gars, on est dans un film, donc non, c'est de la merde. Faut pas penser de cette façon-là. Bon, de toute façon, après, il va conclure juste que voilà, l'analyse technique c'est de la merde. Mais moi, ce que je vais dire par là, j'ai plusieurs feedbacks pour finaliser cette vidéo. C'est que déjà, de 1, il est super important, et ça, c'est le problème que j'ai avec pas mal de gens sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut parler quand vous connaissez le sujet. Ça se voit exactement qu'il ne connaît pas le sujet. Il fait énormément de références à des trucs à des connaissances totalement basiques. Par exemple, trader pendant les news, c'est pas bien. Bah, bien sûr, on le sait. Que les pools de liquidity, en gros, on appelle ça comme ça en anglais, mais voilà, c'est que des market makers et les brokers. Non, il y a plein d'autres personnes aussi derrière, et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est très dangereux de donner son avis quand on ne connaît pas le sujet. Voilà. Moi, je peux me permettre de connaître le sujet, de donner mon avis là maintenant, parce que je connais ce que je sais de quoi je parle. Tout comme je disais à l'époque à propos des NFT que c'était de la merde, je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait 2 ans des NFT. Je suis allé là où il y avait de l'argent, j'ai fait mon argent, je suis parti au bon moment et je savais que les NFT allaient se casser la gueule. Et je peux dire aujourd'hui que les NFT est un scam parce que je sais de quoi je parle, j'en ai fait pendant 2 ans. Donc, il est vraiment important déjà de parler quand on le sait et je trouve que il manque énormément de connaissances. Et après, j'ai aussi vu dans les commentaires il n'y a pas longtemps comme quoi c'était une personne qui... et c'est dommage parce que j'ai vu un commentaire hier que je ne vois plus aujourd'hui. Et ça montre que... Et j'ai vu dans le commentaire hier qu'il supprimait tous les commentaires des gens. Et je ne trouve plus le commentaire que j'ai vu hier. Littéralement, je ne trouve plus. Je ne trouve plus, ça me saoule. Je l'ai vu hier. Littéralement, je l'ai vu hier. Donc ce commentaire a encore été supprimé et je trouve que c'est malhonnête. Et il va sûrement dire que non, ce n'est pas le cas, mais c'est le cas. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, je préfère dire de parler si seulement tu connais le sujet. Je trouve que dire l'analyse technique est absolument pas logique du tout. Je trouve que c'est un peu du bullshit, comme tu dis. Parce que ça a été expliqué 1 milliard de fois, surtout sur YouTube, parce que maintenant c'est une plateforme gratuite et publique, donc les gens peuvent aller vérifier. Ça a été prouvé. Bon, après, c'est des vidéos en anglais. Mais moi, je vous ai fait une petite intro en français. Ok. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'analyse technique, c'est de la merde? Encore une fois, on est respectueux. Moi, j'ai donné mon avis, mais ça veut pas dire que c'est un fils de pute, ça veut pas dire que c'est un enculé ou quoi. Je l'aime bien, ce mec-là, parce qu'au moins, il donne son avis, il pense pas comme les autres, et il a les couilles de dire ce qu'il y a à dire. Voilà. Donc, respect à ce niveau-là.
Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, les gars, juste un truc, on est à 408 abonnés, donc on y arrive bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.